Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Votre présence est très importante. La route menant à la Pausa ne figurait ni sur les cartes touristiques ni dans les guides d'architecture historique. Elle débutait discrètement d'un village près de Mougins, serpentant entre des collines couvertes d'oliviers centenaires, de murets de pierres sèches et de cyprès semblant veiller sur les passants. Aucun panneau n'indiquait la destination, juste un portail en fer noir, sans armoirie, sans nom, sans ornement, un silence architectural délibéré. La demeure, construite dans les années 1920, se dressait là, comme si elle n'avait jamais cherché à se faire remarquer. Contrairement aux villas extravagantes de la Côte d'Azur, la Pausa ne recherchait pas la grandeur. Son élégance était sobre, presque austère, comme si chaque mur avait été érigé pour dissimuler quelque chose, non pour l'exhiber. Peu d'habitants du quartier savaient ce qui se trouvait derrière le portail. Encore moins savaient qui y entrait ou en sortait. Claire Morel connaissait ce silence mieux que quiconque. Claire, historienne spécialiste des archives privées et du patrimoine oublié, a consacré l'essentiel de sa carrière à cataloguer des documents que des familles influentes préféraient garder secrets. Son travail n'a jamais recherché le prestige, mais les traces, lettres mal conservées, contrats déchirés, journaux intimes brutalement interrompus, c'est précisément ce type de traces qui l'a mené à la Pausa. L'invitation est arrivée impersonnellement. Une enveloppe beige, sans adresse d'expéditeur, déposée par un notaire à Cannes. À l'intérieur, un contrat de prestation de service et une clause inhabituelle. Tout le travail devait être effectué par le client. Aucune copie numérique, aucune photographie, aucune communication extérieure pendant la période de recherche. Le nom du propriétaire actuel du manoir n'était pas indiqué. Seule une signature illisible figurait à la fin. Claire a accepté. En franchissant le portail pour la première fois, il comprit que la Pausa n'était pas simplement discrète. Elle était maîtrisée. Le jardin paraissait trop naturel pour être spontané. Les allées ne menaient pas au hasard. Elles ramenaient toujours le visiteur au bâtiment principal. Les fenêtres du rez-de-chaussée, hautes et étroites, laissaient entrer la lumière sans dévoiler quoi que ce soit. Tout y suggérait une intention précise. Le régisseur, Étienne Valois, attendait à l'entrée. Homme à la posture rigide, vêtu sobrement, le regard exercé à observer sans rien dévoiler, il expliqua les règles avec une objectivité excessive. Horaire précis, zone interdite, accès au sous-sol central proscrit, interdiction de poser des questions sur les anciens occupants. Le travail de Claire se limiterait aux archives historiques de la maison. Cartons, dossiers et documents entreposés dans une aile latérale rarement utilisée. Il n'y avait aucune cordialité, seulement de l'efficacité. Le conflit a commencé avant même la première nuit. Lors du catalogage initial, Claire a constaté d'importantes lacunes chronologiques. Des décennies entières avaient été soigneusement organisées, puis, soudain, elles avaient disparu. Il ne s'agissait pas d'une perte accidentelle. Les dates manquantes coïncidaient avec des périodes d'occupation allemande, des scandales financiers d'après-guerre et, curieusement, avec la présence récurrente de personnalités politiques étrangères dont les visites dans la région n'ont jamais été consignées dans les registres publics. Pendant ce temps, Étienne semblait toujours présent lorsque Claire s'approchait de ces interstices. Il ne l'arrêtait pas, il ne la confrontait pas, il apparaissait simplement. Comme s'il savait exactement quand quelque chose allait être découvert. La nuit, le manoir prenait un tout autre visage. Des craquements se faisaient entendre là où il n'y avait pas de vent. Des lumières restaient allumées dans des ailes qui, d'après Étienne, étaient abandonnées depuis des décennies. Claire commença à remarquer des marques sur le sol des couloirs secondaires, de longues rayures parallèles, comme si de lourds meubles avaient été traînés à plusieurs reprises. Au même endroit. Le mystère résidait non seulement dans ce qui manquait dans les dossiers, mais aussi dans le comportement de la maison elle-même. Un matin de bonne heure, en rentrant dans sa chambre, Claire trouva son bureau réorganisé.
Les documents étaient disposés différemment de ce qu'elle avait fait. Rien n'avait été volé, rien n'avait été ajouté, juste réorganisé. Un avertissement silencieux. Le doute s'insinua. Était-elle observée seulement par Étienne, ou par quelque chose de plus grand? Une structure invisible qui avait survécu là pendant des décennies, protégée par des contrats, le silence et la peur. La Pausa ne se contentait pas de dissimuler de vieilles histoires. Elle dissimulait des décisions qui étaient encore en vigueur. Et Claire commençait à comprendre qu'accepter ce travail impliquait bien plus qu'un simple retour sur le passé. C'était entrer dans un jeu où chaque action aurait des conséquences, et où l'antagoniste pourrait bien ne pas être une personne, mais le pacte de silence même, qui avait maintenu le manoir en vie pendant près d'un siècle. Elle ne le savait pas encore, mais elle avait déjà franchi un point de non-retour. Les jours suivants, la Pausa commença à se révéler non comme un simple décor, mais comme un organisme silencieux, façonné par des habitudes ancestrales et une vigilance constante. Claire comprit rapidement que le manoir fonctionnait selon des règles non écrites, des routines répétées avec une précision quasi rituelle. Le petit déjeuner était toujours servi à la même heure, dans la même pièce attenante, les rideaux entr'ouverts. Aucun repas n'était pris dans la pièce principale, malgré sa grandeur sobre. Certains couloirs restaient fermés par des portes intérieures, non pas verrouillées, mais évitées. Les archives historiques se trouvaient dans une aile construite après la structure originale du manoir. L'air y était plus sec, mieux adapté aux documents fragiles. Les boîtes étaient numérotées, mais le catalogage ne suivait aucune norme archivistique reconnue. Les dates étaient mêlées à des noms fictifs. Certains dossiers ne contenaient que des initiales, d'autres des titres vagues tels que « Affaires étrangères » ou « Correspondance sensible ». Claire avait compris qu'il ne s'agissait pas d'une collection créée pour consultation ultérieure, mais à des fins de contrôle. Peu à peu, des noms récurrents ont émergé. Des industriels français de l'après-guerre, des diplomates étrangers, des banquiers suisses, des hommes d'affaires italiens liés à la reconstruction européenne. Nombre de ces noms semblaient associés à des rencontres privées, des séjours prolongés et des contrats parallèles. Tous signés à La Pausa, aucun n'étant officiellement enregistré. Pendant des décennies, la demeure a fait office de lieu neutre pour des décisions qui ne pouvaient être consignées dans un document public. Étienne Valois demeurait une présence constante, quoique discrète. Il savait toujours quand Claire avait terminé un lot de documents. Il venait toujours récupérer les cartons déjà analysés. Son passé était aussi opaque que les dossiers. Une remarque lancée par inadvertance révéla que son grand-père y avait travaillé, et son arrière-grand-père avant lui. Le rôle d'administrateur n'était pas un emploi, mais un héritage, une charge. D'autres employés étaient présents, mais ils parlaient rarement. La gouvernante, Madame Roux, affichait une cordialité mécanique, évitant toute conversation qui ne fût pas strictement fonctionnelle. Le jardinier, un homme âgé nommé Lucien, semblait en savoir trop pour quelqu'un qui ne mettait jamais les pieds dans la demeure. Son regard suivait Claire, tandis qu'elle traversait les jardins, comme pour évaluer jusqu'où elle pourrait aller. La France environnante a également contribué à ce silence. Durant l'occupation allemande, des propriétés isolées comme celle-ci servaient de refuge, de base de négociation et, parfois, de lieu de trahison. Des documents découverts par Claire révélaient des rencontres entre des collaborateurs français, des représentants étrangers et des personnalités qui, officiellement, n'ont jamais mis les pieds dans le pays durant cette période. La Pausa a survécu, car elle n'a jamais pris parti publiquement. Elle n'a offert qu'un espace. Cette neutralité avait cependant un prix. En fouillant les archives, Claire découvrit des références à des personnes qui avaient disparu après des réunions au manoir. Aucun décès enregistré. Juste des silences administratifs. Compte clôturé, société dissoute, propriété transférée en quelques semaines. Tout était légal. Tout était en règle. L'antagonisme commençait à se dessiner, non pas chez une personne en particulier, mais au sein d'une structure qui absorbait les individus et effaçait leurs traces. Les personnages secondaires cessèrent d'être de simples figurants.
Madame Roux dissimulait sa nervosité chaque fois que certains noms apparaissaient dans les documents. Lucien commença à se montrer plus fréquemment près des fenêtres des archives. Étienne, quant à lui, devint plus direct. Il commença à limiter les boîtes auxquelles Claire pouvait accéder chaque jour, invoquant toujours la nécessité de préserver les documents. Le manoir a réagi. Un soir, rentrant plus tôt que prévu des archives, Claire entendit des voix provenant de l'aile interdite. Ce n'étaient ni d'anciens échos, ni des bruits de structure. C'étaient des pas coordonnés, étouffés, comme ceux du courant. Interrogé, Étienne répondit simplement que la pausa n'était jamais vide. Le monde qui se déroulait sous les yeux de Claire était clair. Cette maison n'était pas un simple vestige du passé français. C'était un centre d'influence actif, protégé par la tradition, le silence et la peur. Chaque personnage y occupait une fonction précise au sein de cette machine, et la moindre déviation était scrutée. Claire comprit qu'elle n'étudiait pas seulement l'histoire. Elle touchait à quelque chose qui respirait encore, et à partir de ce moment-là, il devint clair que les dossiers ne représentaient pas le plus grand danger dans le manoir. Le véritable risque était ce qui n'avait pas encore été déposé. La routine de Claire à la pausa commença à se désagréger. Ce qui avait semblé être une méthode de recherche rigoureuse se transforma en une succession d'interruptions subtiles mais calculées. Les colis promis n'arrivaient pas. Les dossiers étaient incomplets. Des documents lus la veille réapparaissaient avec des pages manquantes, comme si quelqu'un testait sa confiance en sa mémoire. Le conflit cessa d'être abstrait lorsque Claire découvrit quelque chose qui n'aurait pas dû exister. Dans une case marquée comme « Correspondance privée », 1953, il y avait là une série de lettres rédigées dans un français impeccable, mais signées d'un nom qu'elle ne connaissait que trop bien. Celui d'un ancien ministre européen qui officiellement n'avait jamais mis les pieds en France cette année-là. Ces lettres décrivaient des réunions nocturnes à la pausa, des négociations impliquant des sociétés écrans et, plus inquiétant encore, évoquaient la solution définitive à une impasse financière concernant 3 familles influentes. Aucun propos violent. Aucune menace explicite, juste de froides décisions administratives, suivies, des semaines plus tard, par la disparition publique de l'une des personnes impliquées. Claire a recoupé les dates, les noms et les documents externes dont elle se souvenait de ses recherches précédentes. Le schéma était cohérent. La pausa n'a pas exécuté son contrat. La pausa autorisée il offrait un espace où des accords irréversibles pouvaient être conclus loin de toute juridiction clairement définie. La première confrontation indirecte a pris la forme d'un avertissement. Le lendemain matin, Étienne les informa que la boîte avait été placée par erreur parmi les documents autorisés. Sans hausser le ton, il rassembla tout le matériel et annonça que l'accès aux archives serait temporairement restreint. La justification était technique, l'intention transparente. Claire réalisa qu'elle avait franchi une ligne invisible. Les personnages secondaires commencèrent à s'impliquer davantage. Madame Roux se mit à stationner dans le couloir pendant les heures de travail de Claire, prétextant des tâches ménagères qui ne nécessitaient pas sa présence. Lucien, le jardinier, lança une remarque en apparence anodine en taillant un olivier près de la fenêtre des archives. Certaines racines poussent trop bas. Quand elles rencontrent une pierre, elles se cassent. La tension augmentait non pas par des explosions, mais par compression. Claire tenta de contourner les restrictions en explorant les liens entre les documents déjà analysés. Elle créa une chronologie parallèle dans ses notes personnelles, reconstituant les événements à partir des lacunes. C'est ainsi qu'elle découvrit quelque chose d'encore plus troublant. Les périodes de plus forte activité à la pausa coïncidaient avec des crises internationales. Effondrement financier, changement de gouvernement, scandale étouffé. La demeure servait de soupape de sécurité aux puissants. Les conflits internes s'intensifiaient également. Quitter son poste signifiait perdre l'accès à l'une des clés les mieux gardées de l'histoire politique européenne du XXe siècle. Rester, c'était accepter des risques qui dépassaient le simple cadre de l'avancement de carrière. La situation s'est aggravée lorsque Claire a découvert un document récent,
datant de seulement 3 ans. Il n'était ni ancien ni historique. Il s'agissait d'un accord de confidentialité signé par une personne occupant encore une position importante en politique française. Le document avait été délibérément classé parmi des documents vieux de 50 ans, comme si le temps constituait une protection supplémentaire. Cette nuit-là, Claire réalisa que quelqu'un était de nouveau entré dans sa chambre. Cette fois, rien n'avait été déplacé. Rien n'avait été touché. L'avertissement était différent. Nous savons que vous le savez. L'antagonisme prit un visage, certes fragmenté. Il n'était pas uniquement dû à Étienne. Il n'était pas uniquement dû au personnel du manoir. Il s'agissait d'un réseau silencieux qui utilisait la POSA comme un point fixe, un lieu où des décisions pouvaient être prises hors de portée de la loi, de la presse et de la mémoire collective. Claire a décidé d'agir. Sans confrontation directe, il a commencé à tester les limites. Il a demandé l'accès à des documents mineurs, apparemment sans importance. Il a observé les réactions. Il a remarqué qu'elles demandes entraînaient des retards, ce qui exigeait une vigilance accrue. Chaque refus confirmait l'importance des documents cachés. Le conflit atteignit un nouveau sommet lorsqu'Étienne, pour la première fois, laissa transparaître une émotion, l'irritation. Il informa Claire que son contrat pourrait être résilié prématurément si elle persistait dans ses interprétations dangereuses. Ce n'était pas une menace explicite, mais un rappel que dans ce contexte, le pouvoir n'avait pas besoin d'être justifié. Le manoir sembla réagir à la tension ambiante. Des portes auparavant ouvertes restèrent closes. Les lumières s'éteignirent dans les coulisses où Claire se trouvait encore. Le silence devint plus pesant, presque oppressant. Claire comprit que le conflit ne se résoudrait pas par des recherches supplémentaires, mais par un choix. Continuer, c'était provoquer une réaction encore plus forte. Se retirer, c'était laisser la pausa intacte, invisible, fonctionnant comme toujours. Elle ne savait toujours pas quelle serait sa décision. Mais la pausa avait déjà décidé de l'observer de près. L'accès aux archives étant de plus en plus restreint, Claire commença à comprendre que l'histoire principale de la POSA ne pouvait être révélée uniquement par les documents officiels. Ce qui avait permis à cette demeure de perdurer pendant des décennies, c'était relations humaines qui gravitaient autour du silence, de petites loyautés, des peurs héritées et des pactes jamais verbalisés. Les intrigues secondaires ont émergé précisément de ces liens invisibles. La première concernait Lucien, le jardinier. Par un après-midi pluvieux, Claire remarqua qu'il ne taillait pas seulement pour préserver l'esthétique du jardin. Certains arbres étaient conservés avec une sorte de vénération, tandis que d'autres étaient systématiquement affaiblis jusqu'à ce qu'ils meurent d'eux-mêmes. En observant ce phénomène, Claire comprit la métaphore vivante de la POSA. Certaines histoires étaient nourries, d'autres laissées à l'abandon. Lucien laissa peu à peu entendre, sans jamais le dire ouvertement, qu'il en savait plus qu'il ne le laissait paraître. Son père avait travaillé au manoir pendant l'occupation allemande. Non pas comme collaborateur déclaré, mais comme quelqu'un qui ouvrait les portes sur ordre. L'intrigue secondaire de Lucien n'était pas liée à la culpabilité, mais à la survie. Il était resté là car il avait appris que trop savoir ne signifiait pas être incapable de parler. Sa présence constante dans le jardin n'était pas seulement une surveillance de Claire, mais aussi du manoir lui-même, comme s'il craignait qu'elle n'exige à nouveau des sacrifices humains. Madame Roux a ajouté une autre couche de complexité. La gouvernante, d'abord rigide et distante, commença à montrer des signes de faiblesse. Rarement, elle laissait transparaître des gestes protecteurs, verrouiller discrètement une porte avant le passage de Claire, éteindre les lumières pour signaler l'arrivée de quelqu'un. Claire comprit que Madame Roux avait perdu une sœur des décennies auparavant, une femme qui avait travaillé comme secrétaire intérimaire à la POSA et n'était jamais revenue. Officiellement, elle était partie vivre à l'étranger. Officieusement, personne ne l'avait jamais revue. Cette intrigue secondaire conférait une dimension émotionnelle plus profonde au conflit principal. La POSA ne se contentait pas de faciliter les arrangements politiques.
Elle détruisait des vies ordinaires, invisibles, laissées sans protection. Madame Roux n'était pas complice par conviction, mais par peur. Chaque geste, aussi prudent soit-il, était une tentative tardive de réparation. L'urgence du temps s'installe lorsque Claire découvre, grâce à un calendrier oublié dans les archives, qu'une nouvelle réunion est prévue au manoir dans quelques semaines. Aucun nom ni figure, seulement des initiales, un schéma que Claire reconnaît déjà. La Posa n'est pas qu'un vestige du passé, elle est sur le point de reprendre du service. L'intrigue secondaire la plus dangereuse impliquait cependant Étienne. Claire commença à comprendre qu'il n'était pas qu'un gardien obéissant. Des signes évidents de conflit intérieur se manifestaient. Parfois, il tardait à exécuter les ordres venus de l'extérieur. À d'autres moments, il semblait mettre le courage de Claire à l'épreuve, en lui accordant des accès mineurs et indus. L'héritage familial qui le liait au manoir l'emprisonnait également. Étienne savait qu'abandonner la Posa reviendrait à rompre un pacte que sa famille respectait depuis des générations, et là-bas, rompre un pacte avait toujours eu des conséquences. Les intrigues secondaires se sont entremêlées lorsque Claire a compris que tout le monde là-bas vivait selon la même logique. La Posa a survécu parce que personne n'a agi seul. Chaque personnage soutenait une partie de la machine, même contre son gré. Le temps commença à jouer un rôle de second plan. L'approche de la nouvelle réunion pressait Claire de décider rapidement si elle continuerait à se contenter d'observer ou si elle interviendrait. Chaque jour qui passait rendait sa présence plus suspecte et sa sécurité plus précaire. Le manoir, une fois de plus, a réagi. Un soir, Claire trouva la porte du sous-sol central entr'ouverte, chose qui ne s'était jamais produite auparavant. Elle n'y entra pas. Mais le simple fait que la porte soit ouverte indiquait un changement de règle. Quelqu'un lui permettait d'en voir plus, ou de s'approcher de trop près. Les intrigues secondaires étaient toutes liées au conflit principal. Le silence de la Posa n'était pas seulement imposé de l'extérieur, mais entretenu par des gens ordinaires pris au piège entre la peur, la loyauté et la culpabilité. Chacun d'eux détenaient une part de vérité, et ensemble, ils formaient quelque chose de bien plus grand qu'un simple document. Claire comprit que rompre ce cycle ne se résumerait pas à exposer des archives. Il faudrait rompre les liens, remettre en question les héritages, et affronter le poids d'un lieu qui prospérait grâce à l'inaction collective. Et le temps pour décider pressait. Le tournant s'est produit discrètement, presque banalement, comme tout à la Posa. Pas de confrontation, pas d'annonce, juste une enveloppe délibérément déposée sur le bureau de Claire, non affranchie, sans nom, sans explication. Le papier était neuf, contrairement aux documents jaunis qu'elle manipulait quotidiennement. Quelqu'un avait enfreint la règle principale du manoir, rien ne doit paraître actuel. Dans l'enveloppe, il n'y avait qu'une vieille clé et une feuille de papier pliée en 4. Ni signature, ni date, juste une phrase manuscrite en français simple. Tous les pactes n'ont pas résisté à l'épreuve du temps. Claire ne demanda rien à personne. Elle savait que toute tentative de confirmation se heurterait au silence ou au déni. La clé ne correspondait à aucune porte visible du manoir. Elle n'ouvrait ni le sous-sol principal, ni les archives. Après des heures passées à l'observer, elle remarqua de petites marques sur le dessous, une usure courante sur les serrures dissimulées, fréquemment utilisées mais jamais exposées. Cette nuit-là, le comportement de la maison changea de nouveau. Les couloirs restèrent éclairés plus tard que d'habitude. Aucun membre du personnel ne semblait veiller. C'était comme si la Posa offrait un passage. Claire suivit le seul chemin qui n'avait pas encore été complètement écarté, un escalier de service oublié, dissimulé derrière des boiseries dans l'aile ancienne. La clé s'enclencha parfaitement dans une porte basse, presque invisible, qui menait à une pièce sans fenêtre. On n'y trouvait ni luxe, ni architecture raffinée, juste des murs nus, un coffre-fort encastré et des étagères métalliques. Ce que Claire a découvert là-bas a tout changé. Dans le coffre-fort, aucun contrat ni lettre diplomatique. Il y avait des documents personnels, journaux intimes, enregistrements, photographies et rapports médicaux,
Des gens ordinaires, des secrétaires, des chauffeurs, des intérimaires, des personnes qui avaient assisté à des réunions sensibles, non pas en tant que participants, mais comme témoins involontaires. Leur sort suivait toujours le même schéma. Éviction discrète, relocalisation forcée, hospitalisation ou disparition administrative. La POSA n'a pas seulement éliminé les menaces extérieures, elle a effacé les souvenirs humains. Parmi les documents, Claire trouva le nom de la sœur de Madame Roux. Elle trouva le père de Lucien. Elle trouva, à sa plus grande stupéfaction, le nom de famille Valois, non pas en tant que tuteur, mais en tant que garantie finale. Une génération précédente de la famille d'Étienne avait fourni des personnes pour faire taire les fuites lorsque les méthodes administratives échouaient. La révélation la plus troublante est venue en dernier. Il y avait un dossier incomplet à l'écart des autres. Le nom qui y figurait était Claire Morel. Il ne s'agissait pas d'une surveillance récente. Le document indiquait que son dossier universitaire avait été examiné avant même l'envoi de l'invitation. Son choix n'était pas le fruit du hasard. Elle avait été sélectionnée pour son attachement à la méthode, à l'éthique et à la discrétion. Le profil idéal pour une personne qui découvrirait suffisamment d'éléments pour être compromise, mais pas assez pour passer à l'acte. Le point de bascule était atteint. Claire est passée du statut d'observatrice à celui de membre à part entière du système. À son retour dans la chambre, il trouva Étienne qui l'attendait. Il n'y eut ni dénégation ni menace, juste une vérité lasse. La POSA n'avait plus besoin de tout dissimuler. Il lui suffisait de s'assurer que personne ne puisse s'en tirer indemne après avoir compris son fonctionnement. Étienne a révélé que cette nouvelle réunion ne portait pas uniquement sur la politique ou la finance. C'était un renouvellement des accords et certains noms, cette fois-ci, devraient être remplacés. Ouvrir la porte cachée n'était pas une erreur, c'était un test. Claire comprit que le véritable conflit ne résidait pas dans le fait de révéler ou non les secrets du manoir. Il s'agissait de choisir entre accepter le rôle que la POSA lui offrait désormais, devenir un rouage de la machine, ou être archivé comme tant d'autres. Le tournant n'a pas été la découverte, c'était le choix inévitable qui approchait. Après la révélation, la POSA cessa d'être un lieu clos et se transforma en salle d'attente. Rien ne changeait visiblement, mais tout était suspendu. Le personnel maintenait ses routines avec une précision excessive, comme si chaque geste avait été répété pour un moment précis. Le manoir ne fit pas pression sur Claire par des menaces directes. Il eut recours à une méthode plus efficace. Il la traitait comme quelqu'un qui avait déjà décidé de rester. Claire réagit en tentant de reprendre le contrôle par des actions concrètes. Elle commença à mémoriser ce qu'elle voyait, à reconstituer mentalement les documents qu'elle ne pouvait emporter. Elle réduisit ses notes écrites, sachant que le moindre papier pouvait lui être confisqué. Ce changement de comportement ne passa pas inaperçu. Étienne commença à se faire plus rare, comme pour lui laisser de l'espace ou de la confiance. Les conséquences de ce tournant se manifestèrent chez les autres personnages. Madame Roux, remarquant un changement dans la façon dont Claire était traitée, se replia sur elle-même. Ses gestes protecteurs cessèrent. Non par froideur, mais par une peur renouvelée. Lorsqu'elle croisa le regard de Claire, une compréhension silencieuse s'installa. Elle comprenait désormais le prix du savoir. La gouvernante ne chercha plus à la mettre en garde. Elle semblait seulement espérer que Claire n'endurerait pas le même sort que sa sœur. Lucien, en revanche, devint agité. Son travail au jardin perdit son rythme régulier. Il laissait les plantes à l'abandon. Pour la première fois, Claire remarqua qu'il évitait certains endroits de la propriété, des zones où, d'après de vieux documents, de petites constructions avaient été démolies après la guerre. La conséquence émotionnelle pour Lucien était évidente. Cette révélation avait rouvert des blessures qu'il avait tenté d'enfouir. Étienne, quant à lui, réagit de façon plus complexe. La révélation du passé de sa famille ne l'avait pas surpris, il l'avait toujours su. Le choc venait de la présence d'un étranger qui comprenait enfin le rôle des Valois. Pour la première fois, il laissa transparaître ses doutes. Il fit remarquer, presque dans un accès de colère contenue, que la POSA ne fonctionnait plus comme avant.
Le monde moderne rendait les pactes tacites plus difficiles à maintenir. La pression extérieure commençait à se faire sentir. Une voiture inconnue se garait quotidiennement près du portail, sans que personne n'entre. Le téléphone interne ne sonna qu'une seule fois au milieu de la nuit, mais personne ne répondit, signe que le réseau connecté au manoir se préparait à la réunion imminente. Claire ressentit le poids de la conséquence la plus dangereuse. Isolement émotionnel là-bas, personne ne pouvait être un allié inconditionnel. Tout geste d'empathie était teinté de peur ou d'intérêt personnel. Le manoir veillait à maintenir chaque individu à l'écart, empêchant ainsi toute véritable alliance. Le conflit a évolué silencieusement, mais de façon irréversible. Le choix qui paraissait autrefois théorique a désormais des conséquences concrètes. Rester signifiait s'intégrer progressivement. Résister signifiait être observé avec une surveillance accrue. Ce tournant décisif a eu pour conséquence la prise de conscience par Claire que le temps lui était compté pour prendre une décision réfléchie. La réunion approchait. Les préparatifs étaient visibles dans les moindres détails. Des pièces jamais utilisées étaient nettoyées, des listes étaient mises à jour, des portes étaient temporairement déverrouillées. La POSA n'a pas exigé de réponse immédiate. Elle a simplement continué d'avancer, et Claire comprit que désormais, toute action ou inaction serait interprétée comme une prise de position. Le manoir n'acceptait pas la neutralité. La transformation de Claire ne s'est pas opérée par une décision soudaine, mais par une succession de petits gestes calculés. À la pausa, survivre signifiait s'adapter sans paraître menaçant. Grandir dans cet environnement impliquait d'apprendre à se comporter comment il sent devenir l'un d'eux. Claire commença par maîtriser ses émotions. Elle renonça à toute impulsion de confrontation directe. Elle se mit à accepter les instructions sans poser de questions, à suivre scrupuleusement les horaires et à s'adapter aux habitudes du manoir. Ce changement d'attitude réduisit la vigilance immédiate. La pausa fonctionnait au mieux lorsqu'elle pensait avoir neutralisé la menace. Mais derrière cette adaptation, Claire évoluait stratégiquement. Elle commença à observer les comportements humains, non pas ceux consignés dans les documents, mais ceux qui étaient décrits. Qui parlait à qui avant le dîner? Qui évitait certains couloirs? Qui recevait des ordres indirects, par des notes ou des regards? Le manoir n'était pas seulement régi par des dossiers et de vieux pactes, mais aussi par comportements répétés. Claire a commencé à cartographier cette logique invisible. Sa croissance personnelle est survenue lorsqu'elle a accepté une réalité difficile. Dénoncer la pausa n'entraînerait pas une justice immédiate. Il n'y aurait ni révélation héroïque, ni gros titres explosifs. Toute tentative de dénonciation directe serait absorbée par le même réseau qui soutenait le manoir. Pour le vaincre, il faudrait l'affaiblir de l'intérieur. Claire a commencé à tester les micro-actions. Elle aida Madame Roux à réorganiser un vieux garde-manger, découvrant des passages oubliés entre les ailes. Elle ne parla pas du passé à Lucien, mais de l'avenir, lui demandant ce qu'il adviendrait du jardin si le manoir était un jour laissé vide. Ces conversations ne cherchaient pas de réponse explicite, mais créaient, possibilité mentale chez d'autres, l'idée d'une fin jusque-là impensable commençait à exister. La plus grande évolution s'est produite dans la relation avec Étienne. Claire comprit qu'il n'avait pas besoin d'être convaincu moralement. Il fallait le confronter à sa propre obsolescence. Lors de brèves conversations, elle évoqua les changements législatifs, les récentes enquêtes sur les sites historiques et la multiplication des fuites internationales. Elle n'accusa jamais personne. Elle présenta simplement le monde extérieur comme quelque chose que les vieux murs ne pouvaient plus contenir. Étienne commença à hésiter. De légers retards survinrent dans les tâches liées à la réunion à venir. Certaines consignes furent réinterprétées avec plus de souplesse. Ce n'était pas de la rébellion, c'était du doute. Claire a également transformé son rapport à la peur. La crainte initiale de disparaître comme tant d'autres a cédé la place à une compréhension plus froide du risque. La pausa n'éliminait pas impulsivement, mais seulement lorsque c'était nécessaire. Tant que cela s'avérait utile, Claire conservait la latitude d'agir.
Cette prise de conscience ne l'a pas rendue plus dure, elle l'a rendue plus précise. Sa progression devint évidente lorsque Claire commença à prendre des risques calculés. Elle retourna dans la pièce secrète, non pas pour recueillir des preuves, mais pour mémoriser les structures. Il ne cherchait plus la vérité tout entière, mais le point faible. Le dernier défi de cette phase consistait à confier à Claire une tâche simple, préparer un rapport historique concis pour les participants à la réunion. Un document anodin, soigneusement filtré. Accepter signifiait collaborer. Refuser signifiait se mettre en danger. Claire a accepté et a transformé la tâche en un outil. Le rapport ne contenait aucun mensonge, il contenait absence stratégique. En réorganisant le récit historique du manoir, Claire a contraint la POSA à s'appuyer davantage sur sa propre version des faits, réduisant ainsi sa marge de manœuvre. Chaque omission engendrait une dépendance. Chaque dépendance engendrait une fragilité. Le surmonter ne consistait pas à vaincre la peur, mais à apprendre à utiliser-le comme une boussole. Claire n'était plus l'historienne invitée, elle n'était plus non plus une prisonnière. Elle était devenue un élément perturbateur au sein d'un système qui se nourrissait de prévisibilité, et la POSA commençait à se rendre compte que quelque chose avait changé. L'approche de la réunion transforma la POSA en un espace où régnait une atmosphère de retenue. Rien ne se faisait à la hâte, mais tout se déroulait avec une urgence contenue. Du personnel supplémentaire arriva sans être présenté. Des véhicules commencèrent à entrer et sortir à des heures irrégulières. Les ailes auparavant isolées rouvrirent leurs portes, comme si le manoir s'éveillait d'un long sommeil. Claire comprit que le temps pressait pour agir. Les intrigues secondaires commencèrent à se résoudre d'elles-mêmes, portées par la force de l'événement central. Madame Roux aménagea des pièces jamais utilisées, mais veilla à en garder une fermée, l'ancienne chambre de sa sœur. Ce faisant, elle ne demanda pas la permission. C'était un petit geste de résistance silencieuse, accepté sans discussion. Le manoir tolérait les fissures quand il avait besoin de stabilité. Lucien, de son côté, entreprit un nettoyage inhabituel du plus vieux jardin, enlevant les buissons qui dissimulaient des sentiers oubliés. Il déclara d'un ton neutre que certains passages devaient être dégagés au cas où nous aurions besoin de partir rapidement. Il n'en dit pas plus. Claire comprit le message. La préparation de Claire fut discrète, stratégique et axée sur la conclusion de l'histoire. Elle détruisit les notes personnelles devenues inutiles, ne se fiant qu'à sa mémoire aiguisée. Elle organisa mentalement ce qui devait être conservé et ce qui pouvait être perdu. Chaque choix était un renoncement calculé. Le rapport historique qu'elle avait préparé commença à circuler en interne. Claire observait attentivement qui le lisait avec une attention excessive et qui l'ignorait. Certains des visiteurs attendus formulaient des demandes précises concernant certaines parties du document, signes évidents de nervosité. L'histoire officielle du manoir devait être harmonisée avant l'arrivée des participants. Étienne se fit plus distant, non par hostilité, mais en proie à un conflit intérieur évident. Son attitude laissait deviner qu'il se préparait lui aussi à une fin, sans toutefois savoir encore laquelle. Dans un rare moment, il mentionna que la POSA avait survécu parce qu'elle avait toujours su anticiper les changements. Claire répliqua simplement qu'anticiper n'était pas synonyme de contrôler. La tension monta d'un cran lorsque Claire réalisa que le sous-sol central, jusque-là intact, était en cours d'aménagement. L'éclairage était installé. La ventilation était activée. Rien ne laissait présager de torture ou de violence. Cela laissait présager réunion. Le lieu était symbolique. Les décisions étaient prises en deçà du niveau du monde extérieur. Les derniers préparatifs impliquaient un choix difficile pour Claire. Rester au manoir pendant la réunion ou partir avant. Rester lui permettrait d'observer le système dans son intégralité. Partir lui garantirait une sécurité immédiate, mais éliminerait toute possibilité d'intervention réelle. Claire a décidé de rester. À la veille de l'événement, la POSA affichait un silence différent. Ce n'était pas de la vigilance, mais de l'attente.
Le jardin était impeccable, les portes parfaitement alignées. Le manoir semblait prêt à se dévoiler au monde caché qu'il avait toujours accueilli. Claire parcourut les couloirs avec une attention soutenue. Chaque espace revêtait désormais une importance stratégique. Elle savait où elle pouvait se déplacer, où elle serait observée, où se trouvaient des ouvertures. Elle ne portait pas de preuves matérielles. Elle portait la compréhension. La montée en puissance jusqu'au point culminant n'a pas été marquée par des explosions ou des révélations, mais par clarté. Claire savait ce qui était en jeu, qui étaient les acteurs et quelles limites pouvaient être testées. La Pausa allait reprendre ses activités. Et pour la première fois depuis des décennies, quelqu'un en elle comprenait non seulement ses secrets, mais aussi son fragilité structurelle. La réunion commença sans annonce. Pas d'arrivée cérémonielle, pas de présentations officielles. Les invités pénétrèrent à la Pausa, comme s'ils y avaient toujours eu leur place. Voiture discrète, visages connus seulement de ceux qui avaient appris à les reconnaître en dehors des registres publics. Le portail se referma derrière le dernier véhicule avec un claquement sec et définitif. Claire observait à distance, postée exactement à l'endroit où elle avait été autorisée à se trouver. Le sous-sol central, préparé les jours précédents, se révéla moins lugubre qu'elle ne l'avait imaginé. L'architecture était simple, fonctionnelle, conçue pour éviter l'écho et garantir une intimité absolue. Une longue table trônait au centre, aucun symbole, aucun drapeau, juste des chaises identiques. Là, les titres n'avaient aucune importance, seule comptait l'influence royale. Le point culminant ne s'est pas produit dans les cris ni les accusations. Il est venu naturellement. Les premiers sujets abordés étaient prévisibles. Protection des actifs, transactions financières, alignement stratégique. Claire comprit rapidement que la réunion ne visait pas à créer quoi que ce soit de nouveau, mais maintenir ce qui existait déjà. La Pausa était le lieu où le monde résistait au changement. C'est alors que le tournant s'est produit. L'un des participants, un homme que Claire avait reconnu grâce au dossier récent, s'interrogea sur sa présence, non pas comme une menace, mais comme un élément à prendre en compte. Pour la première fois, le nom de Claire fut prononcé à voix haute. Le silence qui suivit n'était pas hostile, mais empreinte d'une certaine appréciation. Avant qu'Étienne puisse répondre, Claire a agi. Elle n'a présenté aucune preuve. Elle n'a formulé aucune accusation. Elle s'est contentée de parler du rapport historique qu'elle avait préparé et avec une précision chirurgicale a souligné ce qui avait été supprimé. Il a cité des événements passés sous silence, des noms omis, des périodes entières effacées. Il a démontré devant tous que l'histoire officielle de la Pausa ne tenait la route que tant que personne ne remettait en question ses omissions. L'impact fut immédiat. Certains participants ont immédiatement compris le risque. D'autres ont réagi avec une irritation contenue. Le manoir, qui avait toujours offert un sentiment de contrôle, incarnait désormais l'instabilité. Claire ne dévoilait pas le passé, elle dévoilait le dépendance collective au silence. La transformation de l'héroïne s'est manifestée à ce moment précis. Claire ne recherchait ni justice morale, ni rédemption. Elle agissait en stratège. Elle a clairement fait comprendre que le monde extérieur ne fonctionnait plus comme avant. Fuite, enquête croisée, souvenirs numériques impossibles à effacer. La Pausa était en retard. Le rebondissement final est survenu lorsqu'Étienne a pris la parole. Il ne défendit pas le manoir. Il n'attaqua pas non plus Claire. Il confirma, devant tous, que les pactes conclus en ce lieu avaient protégé des intérêts pendant des décennies, mais que le prix à payer était devenu trop élevé. La présence de Claire en était la preuve. La Pausa avait dû faire appel à une personne extérieure pour maintenir l'illusion du contrôle. Le conflit central s'y est résolu, non par la destruction, mais par la rupture. Certains participants se levèrent et quittèrent la table. D'autres restèrent silencieux. La réunion s'acheva sans conclusion formelle, un fait inédit dans l'histoire du manoir. La Pausa avait échoué dans son objectif principal, garantir un consensus absolu.
Claire sortit du sous-sol, consciente qu'elle n'avait pas gagné au sens classique du terme. Mais elle avait bouleversé la donne. Le système qui reposait sur l'invisibilité savait désormais qu'il pouvait être vu et compris. Le point culminant n'était pas la chute de la Pausa. C'est à ce moment-là qu'elle a cessé d'être intouchable. Après la réunion, la Pausa ne s'est pas effondrée immédiatement. Aucune enquête publique soudaine, ni aucun scandale n'ont éclaté dans les journaux. Le manoir est resté debout, silencieux comme toujours, mais quelque chose de fondamental avait changé, et tous le savaient. Les jours suivants furent marqués par des départs discrets. Certains invités quittèrent les lieux avant l'aube, sans dire au revoir. D'autres s'attardèrent, tentant de renégocier en silence ce qui était devenu impossible. L'absence de consensus avait ébranlé le pilier fondamental du manoir, la certitude que tous partageaient le même intérêt à maintenir le silence. Étienne reprit ses fonctions avec une attitude différente, moins rigide, moins absolue. L'autorité qui, auparavant, émanait de la tradition, lui paraissait désormais trop lourde à porter. Pour la première fois, il autorisa le classement des documents récents dans une section distincte, sans les dissimuler parmi les anciens. Un geste modeste mais symbolique, la Pausa commençait à reconnaître son époque. Madame Roux demanda à partir quelques jours plus tard. Il ne donna aucune explication officielle. Il quitta simplement le manoir par la même route discrète que Claire avait empruntée des semaines auparavant. Ce n'était pas une fuite, mais une libération tardive. La chambre de sa sœur demeura fermée, intacte, tel un mémorial silencieux que personne n'avait cherché à effacer. Lucien resta dans le jardin, mais modifia son travail. Il commença à replanter des arbres là où il y avait auparavant des espaces vides. Il affirmait simplement que certaines racines devaient pouvoir se développer librement, même si cela changeait le paysage. Pour la première fois, la Pausa accepta un changement visible. Quant à Claire, son séjour au manoir avait perdu tout son sens. Le contrat n'avait été ni renouvelé ni résilié officiellement. Il avait tout simplement cessé d'exister. Avant de partir, Claire parcourut une dernière fois les couloirs, désormais moins oppressants. Elle n'emportait aucun document, aucune preuve matérielle. Elle portait quelque chose de plus dangereux, compréhension structurelle. La conclusion n'était ni une victoire totale, ni une défaite absolue. La Pausa survivrait, mais différemment. Ses pactes étaient devenus fragiles, son modèle était remis en question. Ce qui était jadis invisible exigeait désormais des efforts constants pour rester caché. Claire partit en sachant qu'elle n'avait pas fait s'effondrer un système, mais qu'elle avait semé le doute là où régnait la certitude. Et pour les structures fondées sur le silence absolu, le doute annonçait la fin. La pause s'est poursuivie discrètement. Mais il ne serait plus jamais intouchable. Des mois plus tard, la Pausa restait à l'écart des circuits touristiques, mais elle n'était plus déconnectée du temps. De petits changements juridiques commencèrent à apparaître autour de propriétés historiques isolées. Des enquêtes discrètes progressaient, sans nom, sans gros titres, juste du mouvement. Claire, désormais distante, déclinait les invitations et évitait les interviews. Elle savait que certaines histoires n'ont pas besoin d'être racontées pour marquer les esprits. Parfois, il suffit qu'on les comprenne profondément. Au manoir, le portail en fer se fermait toujours à la tombée de la nuit. Mais pour la première fois, il a craqué, comme quelque chose de vieux qui commençait à céder. Des histoires comme celle de la pause, cela nous rappelle que tous les mystères ne sont pas confinés au passé. Certains continuent d'agir discrètement, influençant des décisions qui ne font jamais la une des journaux. Si ce récit vous a amené à réfléchir aux pouvoirs occultes, aux accords tacites et au prix du silence, n'hésitez pas à partager votre interprétation. Croyez-vous que des endroits comme celui-ci existent encore aujourd'hui ? Que feriez-vous si vous découvriez une vérité qui ne peut être révélée directement ? Laissez un commentaire, dites-nous d'où vous regardez et participez à la conversation. Votre regard pourrait bien être la prochaine pièce de ce puzzle invisible.